Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de participer à cette nuit des idées et je vous propose une petite réflexion sur la question de la proximité sous emprise du virus. En effet, à mesure que l'épidémie de Covid-19 s'installe, le temps du confinement s'étire et nous voilà enfermés chez nous, reclus dans notre sphère privée, contraints d'endurer une inaction forcée. Alors bien sûr, les médias dits sociaux donnent la possibilité de maintenir les contacts. Mais les jours passant, on réalise que cette sociabilité numérique n'est jamais loin de la parodie, que quelque chose d'essentiel lui manque. Ce que Erving Goffman nommait tout simplement les relations en public. Les rencontres de face à face directes entre humains inconnus, en coprésence, et le contact concret avec des êtres de chair et de sang, que l'on croise dans un environnement spatial qui n'est pas celui contraint du domicile ou celui tout aussi contraint du travail. Ce qui nous fait défaut, donc, c'est l'exposition à l'extérieur, à cet espace matériel et peuplé d'autres humains qui accueillent nos actions et sans lequel nos vies s'étriquent. Ainsi, le mérite de cette période, s'il faut lui reconnaître un mérite, c'est de constituer un cas limite, permettant de rappeler que l'individu est un être spatial, car l'espace soutient l'existence sociale. Il est l'arrangement de matière et d'idées par lequel les vies humaines sont possibles. Il est une condition de possibilité de l'existence, et non pas une condition a priori, abstraite, mais ce qui était une expérience humaine pour chacun d'entre nous fondamentale, c'est-à-dire la pratique spatiale de cohabitation concrète, ce que j'appelle la spatialité, de cohabitation concrète donc avec d'autres individus, ainsi qu'avec des non-humains, des objets, des choses. De ce fait même, l'être humain est aussi toujours en devenir spatial, car cette cohabitation est une activité incessante. L'être humain est fait de spatialité qui trame son existence, ce qui ne compte pas peu dans sa constitution en tant que sujet. Il est facile alors de saisir qu'une telle épreuve de confinement que nous traversons, qui place la spatialité sous un stress majeur, puisse avoir des impacts, y compris psycho-affectifs, sur les personnes. La cohabitation est toutefois une activité difficile. La moindre des interspatialités, c'est-à-dire la relation entre des êtres humains séparés et distants, confronte l'individu à des choix qui lui imposent de réguler pratiquement un problème de relation aux autres réalités avec lequel il est placé en situation. Voilà qui nous ramène au fondement même de la dimension spatiale du politique, si l'on accepte l'utilisation qu'un géographe peut faire des réflexions de la philosophe Hannah Arendt. Je la cite. L'homme, l'être humain, l'homme est apolitique. La politique prend naissance dans l'espace qui est entre les hommes. Il n'existe donc pas une substance véritablement politique. La politique prend naissance dans l'espace intermédiaire et elle se constitue comme relation. Fin de la citation. Pour Hannah Arendt, donc, le champ politique naît de l'organisation de tout groupe humain en réunion d'entités distantes et de l'impératif conséquent de mettre en œuvre des procédures pour traiter ce problème primordial. Eh bien, Hannah Arendt attire notre attention sur cet espace, tout à la fois matériel, relationnel, langagier, symbolique, qui sépare physiquement, psychologiquement, mentalement les individus et leur impose des solutions, des technologies en quelque sorte, pour établir les liens nécessaires à la vie sociale. Ce principe séparatif, lié à la distance, constitue ainsi à la fois un élément mobilisateur, une contrainte, une ressource, car en s'appuyant sur ce qu'Arendt nomme également l'entre-deux, les humains construisent la possibilité même de la vie commune. Cette notion d'entre-deux est très importante. Pour Hannah Arendt, je la cite, « Les lois règlent le politique, c'est-à-dire le domaine de l'entre-deux constitutif du monde des hommes. Cet entre-deux crée en même temps
une distance et un lien, et en tant que tel, constitue l'espace au sein duquel nous nous mouvons et nous nous comportons les uns envers les autres. Fin de la citation. On le voit, la conception de l'entre-deux n'est pas métaphorique. Hannah Arendt nous place devant une conception très sociétale de la politique, conçue comme une relation spatiale. Et elle utilise pour ce faire une approche qui donne à la distance qui sépare les réalités humaines une fonction éminente. Ainsi, si l'on poursuit cette réflexion, on en est amené à considérer que l'espace est cette condition qui exige que les individus et les sociétés apprennent à penser, à gérer, à réguler la distance qui sépare radicalement les êtres humains et plus globalement qui sépare toutes les réalités distinctes, qu'elles soient humaines et non humaines. Être distinct, c'est être isolé dans l'espace. De ce fait même, la spatialité constitue ce faire avec l'espace, une sorte de géopolitique du quotidien qui assure de construire le système relationnel et l'agencement des choses et des gens qui permettent de maîtriser les distances et les emplacements de chacun. Trouver la bonne distance, au jour le jour, dans nos actions quotidiennes élémentaires, c'est savoir se placer, c'est savoir régler les registres et les usages acceptables de l'éloignement et du rapprochement. Pour le moindre individu, la proximité procède de ce réglage. La proximité, pour moi, c'est l'ensemble des principes qui codifient les éloignements et les rapprochements acceptables pour une personne et ou un groupe, éloignements et rapprochements acceptables qui établissent la bonne distance dans une situation donnée. En chaque expérience d'un espace quelconque, on relance à nouveau frais la mise en commun possible ou impossible de l'espace qui est entre deux réalités, l'espace qui est entre deux humains. Ce travail ne cesse jamais. Il est ce qui construit les lieux et étalonne leur accessibilité, et il constitue un puissant vecteur de la dynamique des sociétés. L'entre-deux peut être ouvert au partage, plus ou moins consenti et paisible, mais il peut aussi, en raison des circonstances sociales et historiques, devenir le terrain physique et idéologique d'affrontement et même de rupture entre des individus et ou des groupes qui le convoitent concurremment. Toute l'histoire des sociétés est marquée par la conflictualité potentielle exprimée par l'espace qui est entre deux et par la distance. Cette conflictualité, c'est ce que les Grecs anciens redoutaient et qu'ils nommaient la stasis, la guerre civile destructrice, qui était pour eux aussi une coupure du lien spatial, une incapacité à assurer par la régulation de l'entre-deux, par la définition de la bonne proximité, la coexistence pacifique entre des individus co-spatialisés au sein de la cité. Eh bien, l'imposition du confinement au sein du monde urbanisé contemporain, n'est-ce pas une réactualisation de cette stasis toujours possible qui menace la possibilité même d'une cohabitation de proximité? Voilà qui confère un caractère éminent et traumatique au confinement qui vide les rues, les places, les centres commerciaux, les nœuds d'échange et qui impose des normes strictes de distance interpersonnelle. Là où se tenaient les espaces pour les croisements et les rassemblements, se trouvent désormais les stases physiques, sensibles et sociales qui partout rendent inopérante l'interspatialité ordinaire, tout à la fois si banale et si fondamentale. Tous nos proches sont désormais lointains, éloignés par la pandémie. Et la proximité au contact elle-même est dévaluée. Elle devient un risque, une menace. Il faut la réduire au maximum. Il faut s'isoler, vivre séparé de tout ce qui constitue habituellement la sociabilité et l'urbanité. Les autorités ont vidé et clos les lieux et codifié la distanciation sociale. Et nous n'avons pas d'autre choix en apparence que de nous y plier.
la convergence entre les champs sanitaires et sécuritaires est évidente. Elle se cristallise dans ce consentement à l'enfermement résidentiel inédit que nous avons à vivre. Tout individu confiné, quelle que soit sa catégorie sociale, son genre, son âge, est appelé à accepter volontairement un contrôle exhaustif de son habitat. Mot habitat qui n'est pas à entendre comme synonyme de résidence, mais qui renvoie à l'espace de vie d'une personne ou d'un groupe. Nous sommes donc appelés à accepter le contrôle de notre habitat, mais aussi le contrôle de notre habitation. L'habitation étant conçue comme l'activité qui permet de composer son habitat. Réfléchissons un peu à cette habitation. Celle-ci combine toujours ce que j'appelle des ancrages, c'est-à-dire des espaces sur lesquels nous pouvons appuyer nos vies au quotidien. Des résidences, des lieux de travail, des lieux de loisirs, d'activités. Donc, cette habitation combine des ancrages, mais aussi des mouvements, des déplacements de toutes sortes, et des communications numériques et ou analogiques, comme le courrier postal, qui est une communication analogique extrêmement importante. Eh bien, l'on peut comprendre rapidement que les mesures anti-Covid-19 produisent un dérangement généralisé de cette habitation, de cette combinaison. En effet, le confinement ou les mesures de contrôle que nous avons à connaître, même s'il ne s'agit pas d'un confinement strict, eh bien tout cela réduit d'abord drastiquement pour chacun la variété des ancrages. Le géographe Mathis Stock a montré ce qu'il appelle la polytopie de l'habitation contemporaine. Cela signifie que nous habitons, en raison même de l'importance de la mobilité, de nombreux ancrages, de nombreux lieux. Mais avec le confinement, nous voici contraints de renoncer à cette polytopie au profit de ce que j'appellerais la monotopie, que je doublerai de l'homotopie. Voilà notre vie rabattue presque exclusivement au site résidentiel. Nous voilà aussi réduits, dans les formes les plus fortes de confinement, à tourner en rond sur nous-mêmes. L'horizon prioritaire, voire l'horizon exclusif de chacun, devient soi-même. Et le rapport à l'altérité se rétrécit en se focalisant ainsi sur la cellule familiale. Expression cellule familiale qui n'a jamais si bien porté son nom, avec cette charge d'enfermement que nous lui connaissons lors du confinement. Nous sommes devenus notre proche de prédilection. Quelle drôle de situation. Nous voilà sans cesse renvoyés à la mêmeté, littéralement chaque jour réduits au même. Nous ne pouvons plus éprouver l'ouverture à l'autre dans les espaces d'ancrage extra-domestiques, ceux du travail que nous ne pouvons plus pratiquer facilement, ceux du loisir qui sont fermés, ceux de la consommation qui n'existent plus vraiment, ceux de la culture aussi fermés, ceux du tourisme interdit. Bref, nous ne pouvons plus éprouver l'ouverture à l'autre dans tous les lieux que nous avions pourtant l'habitude de fréquenter. Nous sommes assignés à résidence principale, non pas resserrés en prison, mais comme un condamné sous bracelet, c'est-à-dire enfermé chez soi, privé de la liberté du dehors et du mouvement extérieur, sauf pour quelques escapades réglementées et de ce fait même inquiètes. Non seulement le confinement enclos, mais il mortifie les mouvements qui sont entravés et qui sont même désormais considérés comme un mal, puisque ce sont eux qu'on rend responsables de la diffusion accélérée et mondiale de la maladie. Or, il faut se souvenir que ces dernières décennies, la mobilité a été promue comme un principe et plus encore comme une valeur sociale et culturelle cardinale de la mondialité. Eh bien pourtant, elle est désormais jugée dangereuse en elle-même et responsable de ce qui nous arrive. On en appelle au contrôle des frontières. Et d'ailleurs, les
personnes qui sont contre la mondialisation et les souverainistes, apôtres du contrôle du déplacement et du contrôle strict des frontières, ne s'y sont pas trompés et se sont engouffrés dans la brèche ouverte par la panique qui nous saisit devant la pandémie. Quant à la connexion communicationnelle, notamment dans sa forme numérique, elle semble constituer la seule face de l'habitation qui ne se trouve pas rabougrie, mais au contraire grandie, exaucée. Certains y voient même, parfois, le substitut idéal au mouvement et à la mise en relation physique entre les personnes, et se prennent à imaginer une société où s'imposerait une nouvelle forme vertueuse de la proximité sans contact, c'est-à-dire une coprésence médiée par les technologies numériques. Le sans contact s'imposait déjà comme le nouveau standard en matière de paiement et de services. Et pour certains analystes, il deviendrait, pour un peu, l'idéal d'un lien social pacifié et purgé de sa menace potentielle, c'est-à-dire de l'exposition directe à autrui. On comprend bien que tout cela subvertit le régime ordinaire de la sociabilité urbaine, qui repose en principe sur un minimum de confiance. Un minimum, et non pas un maximum de confiance, car le maximum de confiance n'est demandé que par les groupes d'entre-soi qui exigent l'adhésion de chacun à un corpus de valeurs cohésives. Ce minimum de confiance assure qu'on puisse jouir de la force de ce que j'appellerais les relations d'indifférence, c'est-à-dire des relations effectives, des relations de proximité lors desquelles nous partageons bel et bien un même espace de pratique, qui n'est pas le chez-soi, un espace de pratique auquel nous accédons par une mobilité, mais des relations lors desquelles nous n'aurons pas la charge d'assurer une interconnaissance suivie d'autrui. Nous n'avons pas l'obligation de communier avec autrui dans les mêmes croyances, dans les mêmes idées, dans les mêmes vertus. Une relation de proximité lors de laquelle nous cohabitons simplement et de manière ouverte avec d'autres humains que nous n'avons pas choisis ou sélectionnés pour être exclusivement à notre image et qui ne nous sont pas non plus imposés par une quelconque autorité. Nous ne nous sentons pas obligés d'être porteurs de leurs attentes. Nous ne nous sentons pas obligés de tout savoir d'eux et de leurs goûts et de leurs aspirations, pas plus qu'ils ne sont obligés en retour d'être porteurs de nos attentes, de nos goûts et de nos aspirations. Cette sociabilité de proximité, une sociabilité de liens faibles et contingents, eh bien, elle nous permet la convivialité civile. Elle est essentielle à l'atmosphère de la grande ville. Cette grande ville où l'anonymat n'est pas l'anomie, mais une garantie de la liberté et de l'émancipation. Ce que l'on nomme l'urbanité, j'aime utiliser ce vieux et beau mot d'urbanité pour définir la sociabilité urbaine, se fonde justement sur ce style d'interaction spatiale. Une interaction qui n'est jamais totalement contrainte, surdéterminée par des règles, par des férules. La fréquentation d'une place urbaine ou la pratique d'un centre commercial, c'est cela. C'est réglé, certes, mais cela reste ouvert, sans trop de contraintes, sans trop d'ordre policier. Or, le régime de spatialité légitimé par le confinement instaure l'inverse de cette relation d'indifférence. En effet, le confinement instaure la systématisation de la méfiance, l'exigence de distanciation sociale, l'exigence des gestes barrières postule d'une certaine manière que l'autre, lorsqu'il est proche, est une menace, qu'il convient de s'en méfier, de stationner à distance de sécurité. Un analyste pessimiste y découvrirait la diffusion d'une idéologie comparable, sur un mode mineur certes, à la fameuse et funeste dialectique de l'ami et de l'ennemi, mise au cœur de sa théorie du politique par Carl Schmitt.
Le voisin lui-même devient cet ennemi toujours possiblement malfaisant, même sans le vouloir, car il peut être porteur sain, contagieux, innocent certes, mais dont il faut se protéger quand même. Bien entendu, le confinement actuel ne crée pas ex nihilo cette tendance, que, au demeurant, toute grande période épidémique remet en lice. De surcroît, le même analyste pessimiste qu'évoqué tout à l'heure soulignerait que depuis quelque temps déjà, on a pu constater, avec le retour en grâce des souverainismes et des populismes, le succès de l'idée de la menace que représente tout autre. Cette idée en vogue est souvent couplée avec le regain de l'imagination positive de l'autochtonie, qui elle aussi connaît ces temps-ci un succès particulier. L'autre est encore plus dangereux s'il vient d'ailleurs. L'altérité géographique redouble alors l'altérité sociale et culturelle. Dans ce cadre de pensée, qui se diffuse un peu partout au monde, hélas, le seul proche acceptable serait celui qui m'est homologue. Mais notre alerte actuelle liée à la pandémie, le confinement que nous avons à connaître, renforcerait toutefois l'attrait de ces mythologies programmées de la méfiance et de la valorisation de l'autochtonie. Voilà qui leur donne une portée nouvelle, car elles convergent avec des choix politiques sanitaires et sécuritaires qui sont présentés comme inéluctables et incontestables, car fondés sur la science médicale. Et là, on retrouverait un certain nombre d'intuitions et de démonstrations de Michel Foucault lorsqu'il pense en particulier le concept de biopouvoir. Bien entendu, mais nous n'avons pas le temps, dans le cadre de cette conférence, d'aborder toute la pertinence et la portée du travail de Michel Foucault pour cette réflexion sur le confinement et ses effets politiques. Concluons si vous le voulez bien. Nous observons et nous accompagnons également, depuis le début de la pandémie, la mise en œuvre de ce que j'appellerais un géopouvoir, c'est-à-dire un système d'idées, d'instruments, de pratiques et d'institutions légitimes qui entendent organiser la vie spatiale, réguler notre proximité. C'est un géopouvoir, bien entendu, de crise, mais on peut se demander s'il ne dessine pas une des orientations possibles pour l'avenir de la cohabitation. La question géopolitique qui se pose à nous alors est à la fois élémentaire et essentielle. Que restera-t-il de l'urbanité, cette épreuve pandémique passée ? Une autre question s'enclenche immédiatement. Quelle cohabitation allons-nous vouloir assurer et assumer ? Saurons-nous goûter sans réserve aux relations de proximité sans contrainte, ces relations de proximité sans contrainte auxquelles nous étions habitués, qui donnent tant de saveur à la vie urbaine ? Sortirons-nous de cette épreuve plus solitaire ou plus solidaire ? Eh bien, toutes ces questions, elles restent en suspens, mais il me semble qu'il importe de se les poser. Merci de votre attention.